Les entretiens de l'espace éthique, Île-de-France. Je m'appelle donc Didier Robiliard, je suis président de l'association France Parkinson depuis 4 ans maintenant. J'ai été diagnostiqué en 2005, à l'âge de 45 ans, tout juste 45 ans. Et c'est évident que c'est un traumatisme et un tsunami terrible que d'apprendre que l'on est atteint par cette maladie à l'âge de 45 ans. La maladie s'est installée doucement, progressivement, mais sournoisement. Sournoisement au point de me conduire au bout de 4 ans à arrêter mon activité professionnelle, où j'étais directeur adjoint d'un groupe de presse. Et j'étais dans la capacité de tenir ma fonction. Et donc il a fallu que j'abandonne et que je me réinvente une vie nouvelle, alors même qu'on me proposait une intervention chirurgicale, la neurostimulation, dont peuvent bénéficier une partie des parkinsoniens, malheureusement une faible partie. Il n'y a que 10% des parkinsoniens qui sont susceptibles d'être éligibles à l'opération. Et j'ai donc eu une intervention chirurgicale en 2011, après mûre réflexion, parce que c'est pas rien comme geste chirurgical. Mais pour moi, c'était ça plutôt que... Même si c'était l'inconnu, plongé dans l'inconnu, c'était toujours une solution pour sortir de la situation épouvantable dans laquelle je me trouvais, où je ne me reconnaissais plus. J'étais sujet en plus à des addictions avec des traitements qui produisent des effets secondaires. Donc j'étais devenu quelqu'un d'autre et donc j'espérais fortement que l'intervention chirurgicale, bien qu'elle intervienne directement sur mon cerveau, me permette de me retrouver. La difficulté quand vous êtes à 45 ans diagnostiqué parkinsonien, c'est que vous imaginez tout de suite le pire. Et sachant que le pire n'est pas obligatoire, mais forcément vous l'envisagez. Et rapidement, moi, le pire s'est révélé être une réalité. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai obtenu la mise en invalidité. C'est un renoncement terrible parce que j'étais en pleine ascension professionnelle. Sur un plan familial, des bouleversements importants sont arrivés à ce moment-là. Un divorce. Heureusement, la charge de mes enfants, qui n'était pas une charge, mais qui était une chance, m'ont permis de tenir le coup. Et puis l'intervention est intervenue en 2011 pour me libérer, ça je dois dire, du carcan dans lequel je me trouvais, puisque en ce qui me concerne, l'intervention a été un succès et donc n'est pas là pour me guérir, parce qu'on ne guérit pas de la maladie, mais elle vient compenser les effets de la maladie et réduire les symptômes. Tout en maintenant évidemment la maladie bien présente au fond de soi et la dégradation continue. Je veux dire, la mort de neurones est un processus qui continue à évoluer, mais qui est pour l'instant compensé par ces petits fils électriques qu'on m'a mis dans le cerveau et qui viennent alimenter la circulation des neurones. Lorsque l'on est implanté avec des électrodes comme ça, on passe par une phase de réglage qui est assez longue et qui vous plonge parfois dans des excès ou au contraire dans des déficits de vos moyens. C'est assez préoccupant et assez inquiétant de sentir que l'on a une machine en soi qui agit non pas seulement sur les gestes moteurs, mais qui peut agir sur le moral, sur le cognitif. Et donc il y a une phase de questions fortes après l'opération qui est de se demander si finalement on reste soi-même ou si on est artificiellement maintenu à un état qui n'est pas forcément l'état initial dans lequel on était avant l'opération. Bon, ça passe vite parce que les réglages, en ce qui me concerne, ont été assez remarquablement faits. Et donc ça a une incidence, il peut y avoir des effets secondaires liés au réglage sur mon élocution par exemple, et vous vous en rendez compte parfois où j'ai du mal à terminer des mots et où je peux être amené à bégayer.
Et c'est un choix qu'il y a entre la motricité et le langage, en ce qui me concerne. C'est-à-dire que si on veut améliorer ma motricité, on altère mon langage. Et si on veut améliorer mon langage, on altère ma motricité. Bon, donc c'est un équilibre qu'il faut pouvoir trouver dans les réglages. Alors en ce qui me concerne, l'annonce a été quelque chose d'assez dramatique dans la mesure où j'ai été accompagné, et le mot est un peu trop fort justement, par un neurologue qui n'a pas eu le temps, il n'a pas pris le temps de m'annoncer correctement les choses. Alors je sais qu'il n'y a pas de bonne manière d'annoncer une mauvaise nouvelle. Et je dirais le choc est inévitable. Et on sait qu'on va dans le mur à un moment, et le tout c'est de bien s'y préparer. C'est pour ça que je prends souvent cette image du crash test utilisé dans l'industrie automobile. On a tous en mémoire ces voitures projetées contre un mur, dans lesquelles se trouvent des mannequins qui sont brinque-ballés et que l'on voit se fracasser contre le pare-brise après le choc. Moi, je crois que j'utilise cette image-là parce qu'elle était pour moi très, très, très parlante. J'ai vraiment eu le sentiment de me fracasser contre un mur et d'être brinque-ballé dans tous les sens, sans précaution en ce qui me concerne. C'est pour ça qu'il me semble qu'il y a plusieurs temps qui sont essentiels dans l'annonce. Il y a la vitesse. Vous savez que dans le crash test, plus la vitesse est forte, plus le choc est violent. La vitesse, c'est le temps, et la notion du temps, le temps de l'annonce est essentiel. Et moi, je regrette qu'on ne prenne pas en compte suffisamment, dans bien des cas, cette notion de temps, prendre le temps de comprendre qui est le malade, d'où il vient, ce qu'il sait de sa maladie, ce qu'il perçoit de sa maladie, la manière dont il le vit, pour adapter la réponse, pour adapter l'annonce à ça. Une fois encore, c'est incontournable, le choc doit avoir lieu, mais il y a une manière de l'amortir. Et au même titre que dans les crash tests, on met en place des airbags qui sont d'ailleurs de plus en plus ergonomiques et qui tiennent de plus en plus compte de la physionomie de la personne. Je pense qu'il y a des airbags à inventer. Il y a des mots airbags, il y a des attitudes airbags. Il y a une manière d'être avec le patient qui est airbag et qui vient non pas éviter le choc, une fois encore, mais l'amortir, l'accompagner et en un second temps le soigner. Toujours dans cette même image qui est forte pour moi, c'est que les spécialistes des traumatismes en accident, enfin dans les accidents, savent très bien que ce qui est essentiel, c'est les manifestations post-traumatiques. Après un choc violent, il peut y avoir des manifestations qui tardent à s'exprimer et à se manifester. Elles sont parfois sourdes, c'est des traumatismes internes, et qui peuvent provoquer de graves dégâts. Eh bien, il en est de même pour l'annonce dans une maladie grave et chronique. Il y a des effets secondaires de l'annonce qui interviennent après et qui méritent d'être décelés et écoutés parce que bien souvent, le mal intervient à ce moment-là, la douleur intervient à ce moment-là. Et donc, je pense qu'il faut donc imaginer un processus d'annonce qui tienne compte et du temps, et des attitudes et des mots et des paroles, et ensuite de la manière dont on accompagne le patient, dont on perçoit la manière dont il comprend la maladie, dont il accueille la maladie, parce que c'est une question d'accueillir cette maladie, et de se comporter face à ce mal qui ronge de plus en plus. On aurait tendance à penser que les airbags doivent se penser uniquement en milieu hospitalier. Et les airbags, c'est tout un système dans mon esprit. C'est à la fois le médecin qui fait l'annonce, c'est à la fois l'entourage, les aidants, les accompagnants qui peuvent être là et informer, mais c'est à la fois la responsabilité de la société tout entière d'imaginer une place pour les malades et pour les plus faibles. C'est une question qui ne concerne pas que le milieu hospitalier, qui ne concerne pas que les personnels soignants, mais qui interroge la société tout entière sur la place faite aux plus vulnérables, aux plus faibles, aux handicapés. Et c'est un enjeu de société, à mon avis, ça. C'est vraiment un enjeu de société que de considérer que
le plus faible est l'éveilleur du droit commun et la personne qui doit nous sensibiliser, et la société tout entière, sur le moyen d'adapter le monde et la société aux plus faibles. Et je pense que ça, c'est un enjeu de société majeur. Il y a une réflexion que m'a faite un patient un jour, membre de l'association France Parkinson, qui était de dire: il faut être malade pour confier à des malades une situation de malade. C'est bien tout l'enjeu, justement. C'est permettre aux malades d'être acteurs de leur maladie, être acteurs dans leur maladie. Et l'association a cette fonction-là que de prendre le pouls, laisser la parole, faire place aux malades dans leurs attentes, dans leurs souhaits, et dans la mise en place de solutions qui ne sont pas forcément des solutions qui supposent une grande maîtrise organisationnelle, mais qui supposent une implication de tous au service des plus faibles. Le principe des comités que nous avons mis en place, qui existent en France, ils sont 70, c'est de permettre aux personnes les plus isolées de trouver un espace de rencontre, de discussion pour échanger sur leur maladie, trouver des activités et exercer une forme de solidarité entre les malades. Et l'association va de cette implication, je dirais, locale et simple à l'enjeu politique, qui est de ce qu'on appelle le plaidoyer, qui est de faire en sorte que les attentes, on pourrait dire les revendications, mais les attentes des malades soient entendues par le politique, par les politiques, et que cela puisse influencer les lois qui sont établies en la matière. Le PMND, par exemple, permet cet espace, le plan maladie neurodégénérative, est cet espace qui permet de faire se rencontrer les associations de patients et l'État et les instances du ministère de la Santé pour mettre au point et améliorer les conditions des malades, mettre au point des solutions qui améliorent la condition des malades. Le plan au départ est en fait la continuité du plan Alzheimer, qui a été élargi aux autres maladies neurodégénératives. Et la position de France Parkinson était au départ de considérer qu'on mélangeait les pathologies en ne reconnaissant pas leur spécificité. L'équipe dirigeante du plan a fait en sorte que cette attention-là soit entendue, et donc a réellement ouvert la problématique aux autres maladies. Le problème de la maladie de Parkinson, c'est que c'est une maladie qui est encore méconnue, et tous les efforts que nous faisons et les campagnes de communication que nous lançons chaque année visent à modifier cet état de fait. Mais dans une société, dans la société en général, on sait que ce qui est anxiogène, c'est la maladie d'Alzheimer, c'est le cancer, et on pense à ces maladies-là d'abord. Parkinson, ce n'est pas une maladie que l'on pense pouvoir contracter. Pour le grand public, la maladie de Parkinson et le malade de Parkinson, c'est la personne âgée, et c'est presque une fatalité due au grand âge, la maladie. C'est oublier le fait que le diagnostic moyen est posé à 58 ans, donc beaucoup de gens en activité professionnelle sont touchés par la maladie, qu'il y a des jeunes dans l'association des jeunes de 30 ans qui sont touchés par la maladie. Et donc, tout notre travail est de montrer que cette maladie touche plus de 200 000 personnes et qu'elle est un facteur de handicap pour plein de gens qui sont en activité professionnelle, dans le cadre de leur famille, dans le cadre de leur relation conjugale, familiale. Et ça, c'est un point sur lequel on veut vraiment insister. C'est la détresse des gens qui sont touchés par la maladie alors qu'ils considéraient que c'est une maladie qu'ils ne pourraient pas avoir, ou au pire, lorsqu'ils seraient dans le grand âge. Mon premier contact avec l'association a été assez catastrophique, et c'est exprimé par une fuite. J'avais 44 ans et demi, je suis allé à une journée mondiale organisée par l'association,
et j'y ai vu des gens âgés, dans un état d'avancement de la maladie assez marquant pour quelqu'un qui, comme moi, était en début de maladie. Et donc, je suis parti en disant que ce n'était pas pour moi. Je suis revenu, et je suis revenu rapidement ensuite en tant que président. Et mon souci est justement de penser à tous ces jeunes parkinsoniens qui ont envie de se rapprocher de la vie associative, mais qui ne trouvent pas forcément dans les activités de l'association des choses qui leur correspondent, ou même des préoccupations qui sont les leurs. Le maintien dans l'emploi, c'est quelque chose qui concerne uniquement les gens qui sont en situation professionnelle. Les activités telles que le tango ne sont pas forcément des activités qui vont plaire aux plus jeunes des malades. C'est la raison pour laquelle on a lancé les cafés jeunes parkinsoniens, qui sont des lieux ouverts exclusivement aux gens qui sont en activité professionnelle ou en âge de l'être. De manière à ce qu'on ne veut pas faire de segmentation en disant il y a les vieux d'un côté et les jeunes de l'autre. Mais il faut tenir compte à certains moments de préoccupations qui sont propres pour que la parole puisse être libre, pour que la parole puisse être possible et rendue possible par le fait qu'on se retrouve avec des pairs qui vivent la même situation et pour ensuite vivre la vie associative avec tout le monde. Mais je crois qu'il faut bien tenir compte de la spécificité de chacun et de l'unicité de la situation de chacun qui peut s'exprimer dans un collectif ensuite, mais reconnaître la personne comme unique, comme différente, comme ayant une approche de sa maladie qui lui est propre, c'est permettre ensuite, par la verbalisation de sa maladie, que le partage soit possible avec d'autres. Je parlais des jeunes parkinsoniens. Le problème aujourd'hui est la reconnaissance du statut particulier du Parkinson dans la vie professionnelle. Et on a beaucoup de mal à sensibiliser la médecine du travail sur ces problèmes-là. Et il y a des situations dramatiques de gens qui se trouvent licenciés de leur entreprise sans aucune protection et qui viennent à l'association frapper à la porte en disant mais quels sont mes droits, Et donc on a un vrai travail à faire auprès du législateur pour que soient mieux considérés les droits des malades et notamment que la loi soit appliquée, et ensuite qu'elle puisse évoluer en faveur des malades de Parkinson et de maladies chroniques en général d'ailleurs. Et à l'opposé, je parle de l'opposé en termes de tranche d'âge et de génération, il y a la question des structures d'accueil pour les malades qui arrivent à des situations de dépendance importantes. Et on sait qu'en France, on a, je dirais, un chemin qui est tracé par la maladie d'Alzheimer, mais on a trop tendance à vouloir assimiler la maladie d'Alzheimer et les maladies de Parkinson, alors qu'il faut admettre que la pathologie s'exprime totalement différemment. Même si on reconnaît bien sûr qu'il y a des troubles cognitifs chez les malades de Parkinson, d'abord la maladie de Parkinson, c'est des troubles moteurs. Et donc, mettre dans un même établissement des gens qui ont des troubles moteurs et des gens qui ont des troubles cognitifs profonds, c'est pas adapté du tout et c'est terrible pour le malade de Parkinson. Donc, notre combat est de trouver des établissements et de développer des établissements et de faire en sorte que le législateur entende que des lits parkinsoniens sont importants dans des structures d'accueil et qu'il ne s'agit pas de faire des structures uniquement dédiées aux malades de Parkinson, mais dans ces structures, des lits et du personnel qui soient formés à la spécificité de la maladie.